Le but de cette vidéo est d'aider les résidents du tronc commun, c'est-à-dire R1, R2, R3, à naviguer à travers leur projet d'érudition. Il est à noter que le masculin implique le féminin. En tant que membre de l'équipe de recherche du Dr Jean-Claude Tardif, nous recevons de la fondation Bill and Melinda Gates la somme de 2,5 millions de dollars. Par ailleurs, je reçois de la compagnie Pfizer la somme de 80 000 dollars que j'utilise pour aider au démarrage des jeunes cliniciens chercheurs. Je ne bénéficie pas personnellement de cette somme. Les objectifs de cette vidéo sont tout d'abord d'établir les règles du jeu telles que décrites par le Collège Royal, c'est-à-dire quel genre de projets sont acceptables. J'ai ajouté aussi une série d'exemples de projets. Je porterai beaucoup d'emphase sur les écueils à éviter et sur la gestion de votre temps. Pourquoi faut-il faire un projet d'érudition, un projet académique ? Eh bien, c'est très simple, parce que le Collège Royal en a décidé ainsi. Et quand cette illustre institution nous dit saute, nous on répond à quelle hauteur et comment voulez-vous que je saute ? Pour pouvoir choisir un projet de façon éclairée, il est important d'avoir une définition claire et précise de ce que constitue un projet acceptable pour le Collège Royal. Nous utiliserons donc la définition suivante. Pour être acceptable au Collège Royal, un projet doit avoir 3 des éléments de la liste suivante, soit formulation de la question ou hypothèse, revue de la littérature, méthodologie du projet, approbation du comité d'éthique ou du DSP, collecte des données, analyse des données, présentation des travaux et préparation du manuscrit. Commençons d'abord par discuter du genre de projet qui dans le passé a suscité le plus de controverses. Il s'agit du rapport d'un cas. D'abord, laissez-moi vous dire que je considère que le rapport d'un cas est une activité académique et médicale louable. Je vous réfère à la préface du textbook de Cecil Dunlop qui disait « Toute maladie, aussi rare soit-elle, est importante pour le malade qui en souffre et pour le médecin qui le soigne. » Alors, qu'est-ce qui constitue un rapport de cas intéressant ? D'abord, certainement une maladie rare. La définition officielle de maladie rare est une maladie qui a une prévalence de 1 sur 200 000 habitants aux États-Unis, c'est-à-dire 1 sur 20 000 au Canada. Mais il faut aussi considérer la possibilité qu'une manifestation peu habituelle d'une maladie non rare vaille la peine d'être publiée et rapportée. Alors, si je retourne à la liste du Collège Royal, je pense que c'est assez clair que le rapport de cas remplit 3 des critères. Au moins 3 des critères. La revue de la littérature. Ici, je vous conseille fortement à ce que cette revue de la littérature soit faite de façon systémique et organisée. Et pour cela, utilisez le genre de revues et de protocoles qui sont utilisés dans les autres révisions systématiques de la littérature. Vous pourrez trouver une liste de ces protocoles dans le lien suivant. Ensuite, méthodologie du projet, c'est clair, c'est la recherche de la littérature qui a été faite de façon systématique. Présentation des travaux, oui, il faudrait que pour qu'il soit éligible, ce rapport de cas soit rapporté à un congrès qui peut être un de nos congrès locaux des présentations des résidents, mais peut-être aussi un congrès national et international, si ça vaut la peine. Et ensuite, une préparation du manuscrit, c'est-à-dire que ce rapport de cas, il faut qu'il fasse objet d'un rapport écrit qui, idéalement, pourrait avoir la forme d'un manuscrit publiable. C'est clair que le Collège Royal n'exige pas que le manuscrit soit déjà publié.
Pour savoir de quelle façon on doit rapporter un cas, je vous réfère à une des revues qui se spécialise dans ce genre de publication. Il y en a plusieurs, c'est le Journal of Medical Case Reports. Et vous verrez ainsi comment on rapporte un cas et peut-être un endroit possible où publier le cas qui vous intéresse. Si vous décidez d'aller dans la direction du rapport de cas, il faut quand même prendre certaines précautions. Il est très important de respecter la confidentialité et idéalement, vous devriez avoir un consentement informé. Si vous n'avez pas de consentement, il faut regarder les règles de la revue dans laquelle vous avez l'intention de publier. Et c'est important aussi de considérer la granularité des données, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le moins de détails possible. Par exemple, si le patient a 72 ans, c'est préférable de le rapporter comme ayant entre 70 et 75. Le point clé, c'est qu'on ne puisse pas identifier le patient dont il est question. C'est parfaitement acceptable d'inclure un patient que vous avez vu durant l'externat. Mais dans ce cas-là, il faut aussi prendre certaines précautions. Il faudrait contacter le patient avec qui vous avez vu le patient et contacter le patron avec qui vous avez vu le patient, et l'inviter à être co-auteur. Elle n'est pas intéressée à être co-auteur, il faudrait avoir idéalement son autorisation écrite. Il est clair que si le rapport d'un cas remplit les critères du Collège royal, il en sera de même du rapport d'une série de cas. Ici, c'est important de réaliser que par une série de cas, on ne mentionne pas une série de cas vus dans la littérature. On mentionne une série de cas vus dans votre environnement. C'est-à-dire que vous pouvez collecter 2 ou 3 cas ou même plus qui ont été vus soit dans votre hôpital ou soit dans un hôpital quelconque du Québec et rapporter ces cas comme une série. Pour ce qui est du reste, la revue de la littérature doit suivre les règles de l'art. La méthodologie du projet collecte des données, c'est la même histoire. Et en ce qui concerne la présentation des travaux, c'est pareil qu'un cas simple. Il faut idéalement les présenter soit à notre congrès local, soit idéalement à un congrès international. Et la préparation du manuscrit, on n'exige pas que ce soit publié. Mais si vous vous donnez la peine d'écrire votre rapport sous forme d'un manuscrit, autant essayer de le publier. Un autre type de projet serait une revue systématique de la littérature. Il n'y a aucun doute que ça rencontre les éléments demandés par le Collège royal, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je vous rappelle que la revue de la littérature doit être systématique, et ainsi que la collecte des données. En ce qui concerne l'analyse des données, je pense que c'est important qu'une méta-analyse ne doit être faite que si vous est arrivé à collecter suffisamment de publications d'une qualité raisonnable. Si les publications sont minables ou mal faites ou trop vieilles, je pense que c'est pas une bonne idée de faire une méta-analyse, parce que ça donne une fausse idée de précision. Alors, s'il n'est pas approprié de faire une méta-analyse formelle, dans ce cas-là, je pense que ça vaut la peine de dire, écoutez, là on a révisé la littérature, toutes les publications à date sont minables, et la seule façon de répondre à la question, c'est de planifier une nouvelle étude randomisée contrôlée qui règle le problème. Et dans ce cas-là, si vous prenez cette voie, je pense que ça vaut la peine de faire une ébauche du protocole. Je vous demande pas ici de faire un protocole complet dans tous ses détails, mais 1 ou 2 pages décrivant la méthode de randomisation, les critères d'inclusion et d'exclusion et le type d'analyse serait certainement intéressant. En ce qui concerne la présentation des travaux, si vous avez réussi à avoir des publications de qualité et qu'une méta-analyse est faisable, ça vaut la peine de le présenter certainement à notre congrès local, mais aussi à des congrès nationaux. Et également, ça vaut la peine de préparer un manuscrit. Alors, il faut que vous fassiez un rapport écrit
de votre projet, et tant qu'à faire un rapport écrit, autant le faire sous forme de manuscrit, et peut-être même, si vous avez le courage et la persistance, de le soumettre pour publication. Alors, une autre solution de projet possible, c'est le projet pédagogique. Alors, pour mieux vous expliquer ce qu'est un projet pédagogique, je voudrais vous donner une couple d'exemples. Le projet peut être rétrospectif. Par exemple, un résident avait fait un questionnaire où ses confrères et consoeurs qui étaient passés par les soins intensifs mentionnaient le nombre, la fréquence des procédures et leur degré de satisfaction quant à l'apprentissage de ces procédures. Alors, tout ça a été fait au moyen d'un questionnaire, ça a été recueilli sur un chiffrier Excel, et donc il y a eu la fréquence et l'intensité de cet apprentissage, et ceci a été extrêmement utile éventuellement pour améliorer la qualité du stage en soins intensifs. Un projet pédagogique peut aussi être prospectif. Par exemple, les résidents juniors comme vous trouvaient que lors de la visite dans les unités d'enseignement en médecine interne, les commentaires du patron étaient soit dirigés vers les externes ou le senior, et que se retrouvaient souvent pris entre deux chaises. Alors, le projet consistait à ce qu'une fois par semaine, le patron s'asseyait tout seul avec les résidents juniors et discutait les cas à leur hauteur et répondait à leurs questions. Alors, ça a été très intéressant parce qu'il a fallu évidemment compiler le nombre d'heures dans lesquelles ça avait été fait, est-ce que ça avait vraiment été fait une fois par semaine et ainsi de suite. Alors, c'est un projet très intéressant, mais il faut faire attention. La planification méthodologique du projet et son éventuelle analyse peuvent requérir une expertise spéciale. Dans ce cas-ci, le résident intéressé et son patron ont consulté une méthodologiste et tout a été fait dans les règles de l'art. Alors, en ce qui concerne les exigences du Collège Royal, il est très clair que le projet pédagogique rencontre amplement ces exigences et ne présente aucun problème de ce côté-là. C'est une solution que je vous conseille d'explorer car elle peut être assez intéressante et immédiatement utile pour améliorer la qualité de l'enseignement dans nos unités. Un type de projet qui me plaît beaucoup, c'est celui de la qualité de l'acte. En effet, en tant qu'interniste, vous allez aller pratiquer, enfin beaucoup d'entre vous allez pratiquer dans des hôpitaux communautaires, et ce sera vous qui serez responsable du comité d'évaluation des actes médicaux, et donc ça vaut la peine d'acquérir un certain apprentissage quant à cette activité. Comment on fait un projet de qualité de l'acte ? Eh bien, une des façons qui est peut-être la plus simple, c'est d'aller chercher des lignes directrices qui peuvent être thérapeutiques ou diagnostiques, mais les thérapeutiques sont plus faciles à gérer. Et donc, vous choisissez une maladie ou condition qui doit être commune parce que vous voulez avoir suffisamment de cas, qui vous intéresse particulièrement et sur laquelle il y a des lignes directrices. Alors, vous lisez ces lignes directrices et ensuite, vous allez identifier aux archives des patients qui ont été ou qui pâtissaient de cette maladie. Alors, évidemment, il faut l'autorisation du DSP parce qu'il faut ça pour aller regarder les archives. Un point important du point de vue pratique, mais qui peut faire la différence entre réussir ou se planter, c'est combien de cas est-ce que vous devez aller chercher. Alors, le nombre de cas est en fonction du temps de saisie par cas. Si vous pouvez en 15 minutes remplir votre questionnaire et votre chiffrier par cas, eh bien, vous pouvez vous permettre de faire beaucoup plus de cas que si ça prend 1 heure. Mais ne soyez pas trop ambitieux. Idéalement, une vingtaine de cas est suffisant pour répondre à la question.
Alors, la fenêtre temporelle, c'est-à-dire les cas vus dans les 2 dernières années, 3 dernières années, 4 dernières années, va essentiellement dépendre de la fréquence avec laquelle les cas apparaissent. Et donc, si la condition est assez fréquente, il se pourrait très bien qu'en regardant les cas de la maladie en question durant les 2 dernières années, vous ayez vos 20 patients. N'essayez pas d'être trop ambitieux. 20 patients, ça va être amplement suffisant pour donner une idée de la situation. Alors, une fois que vous avez décidé de la maladie qui vous intéresse et que vous avez vu qu'il y a des lignes directrices intéressantes, eh bien, il faut faire une outil de saisie. Ici, je vous recommande fortement Excel parce que c'est inclus dans les logiciels de Microsoft et que c'est relativement facile à utiliser et qu'on peut, même sur Excel même, faire beaucoup des statistiques communes qui vous intéressent. Je vous dirai éventuellement comment faire. Si c'est plus compliqué, Access est un logiciel plus sophistiqué, également fait par Microsoft, mais requiert un certain temps d'apprentissage. Alors, c'est pas vraiment la peine d'apprendre à utiliser Access si, vu le type de projet que vous allez faire, ne requiert pas un logiciel de saisie sophistiqué. Alors, vos statistiques vont être des statistiques descriptives, surtout des analyses de fréquences et des moyennes, qui sont facilement faites avec Excel. Très important. Avant de commencer à recueillir des données, vérifiez la fonctionnalité de votre feuille de saisie. Assurez-vous que les données telles qu'organisées dans votre feuille de saisie sont analysables. Alors, dans ce cas-là, c'est pas mauvais de voir, si vous êtes familier avec Excel, il n'y a pas de problème. Sinon, de consulter avec une personne ressource qui va regarder comment vous avez organisé votre feuille de saisie et qui va vous dire si les analyses que vous voulez faire sont facilement faisables. C'est extrêmement triste et même dramatique d'avoir un résident et une résidente qui s'amènent avec une feuille de saisie de 50 cas sur une feuille Excel et de constater que les données ont été organisées d'une façon qui ne le rend pas analysable. Alors, vaut mieux prévenir que lamenter. Et évidemment, en bout de ligne, vous allez constater le degré avec lequel la façon dont la maladie est traitée s'aligne sur les lignes directrices, et vous pouvez conclure par un plan d'action pour améliorer la situation. C'est un plan d'enseignement, et même comment évaluer ce plan d'enseignement. Un type de projet de qualité de l'acte particulièrement intéressant comme exemple est celui d'un résident qui se posait la question du degré de satisfaction du médecin référent avec la lettre que nous lui envoyons quand on donne aux patients congé des unités d'enseignement. Alors, avec la lettre de congé, il inclut de façon prospective un questionnaire pour évaluer le taux de satisfaction des médecins référents. Ça a été très intéressant de voir les résultats. Malheureusement, comme il fallait peut-être s'y attendre, le taux de réponse a été seulement de 30%. C'est pas étonnant parce que ces gens-là sont très occupés. Et même 30%, je trouve que c'est pas mal bon. Ce qui m'amène à discuter des taux de réponse des questionnaires. Plusieurs des projets que j'ai mentionnés antérieurement sont basés sur des questionnaires. Et évidemment, c'est plus facile d'avoir un bon taux de réponse si on a affaire à une clientèle captive. Par cela, je comprends les autres résidents du programme et les patrons du programme que vous pouvez avec tact harceler jusqu'à ce qu'ils remplissent votre questionnaire. Et de cette façon-là, par exemple, le projet des soins intensifs que je mentionnais tantôt avait un taux de réponse de 90% parce que le résident qui l'a fait a pu harceler ses confrères résidents et consoeurs résidentes jusqu'à ce qu'ils remplissent le questionnaire. Évidemment, aussi, faites un questionnaire aussi bref que possible.
Ça devrait pas prendre plus de 10 à 15 minutes si vous voulez avoir un bon taux de réponse. Quant à ce qui concerne remplir les exigences du Collège Royal, vous pouvez vous-même constater qu'un projet de qualité de l'acte les rencontre amplement et sans problème. Alors évidemment, au sommet de la pyramide se trouve le genre d'étude qui constitue la pierre angulaire de la médecine basée sur l'évidence, c'est-à-dire une étude comparative randomisée contrôlée, mais elle peut être aussi observationnelle et on va comparer deux groupes, c'est ça la différence entre une série de cas. Ça peut être sous forme de cohorte ou de cas témoins. Prenez en considération que le grand minimum, c'est 50 patients par groupe pour atteindre la puissance nécessaire, et même à ça, ça peut être beaucoup plus que ça. Si vous voulez, vous pouvez réviser mon chapitre sur les calculs de puissance dans mon site web. Cependant, vous découragez pas. Si vous voulez vous lancer dans cette aventure et que vous êtes assez courageux et courageuse, dans ce cas-là, vous pouvez décider que ce n'est pas une étude définitive, mais une étude pilote. Il faut l'annoncer ainsi. Donc, c'est très raisonnable de randomiser 20 patients par groupe et de dire que c'est une étude pilote qui va servir éventuellement à planifier une étude à plus grande échelle, peut-être même multinationale ou multicentre. Mais faites bien attention parce que c'est pas facile. Maintenant, ici, il faut distinguer, si vous vous lancez dans cette voie et que vous allez faire une étude prospective où vous allez montrer une intervention, qu'il faut faire la différence entre les cas incidents et les cas prévalents. Dans l'épidémiologie, un cas incident, c'est un nouveau patient. Alors, si vous voulez faire votre étude sur les 20 nouveaux patients, les 20 patients qui vont être intubés aux soins ou quelque chose comme ça, il s'agit d'une étude de cas incidents, c'est évidemment des nouveaux cas. Si vous embarquez là-dedans, prévenez-moi parce qu'il se pourrait que je considère nécessaire de vous mettre en veille suicidaire parce que votre probabilité de vous planter après tout ce travail est quand même considérable. Alors je vous conseille plutôt, si vous voulez faire ça, et c'est louable et je suis prêt à vous aider dans la mesure du possible, de faire des études avec des cas prévalents, c'est-à-dire des patients qui sont déjà là. Alors, ça peut être un patient qui suit une série de cas de, je sais pas moi, maladie de Crohn, et s'il s'intéresse en particulier à la condition, donc il en suit 25, et dans ce cas-là, les patients sont tous là, et là, si vous êtes courageux ou courageuse, vous pouvez faire une étude pilote, randomiser ces patients en deux groupes, et tester une intervention. Certainement pas, ne vous embarquez qu'à dans des cas incidents parce que dès qu'on décide d'étudier une maladie, les patients disparaissent. Les cas prévalents, si vous êtes courageux, vous pouvez vous lancer dans cette voie. C'est évident que vous ne pourrez pas avoir la puissance nécessaire compte tenu du temps dont vous disposez, mais peut-être que si vous avez 20 patients, vous pouvez les randomiser en deux groupes de 10. Appelez votre étude une étude pilote et aller de l'avant et faire l'étude en question. Vous ne faites pas d'illusions. Vous n'allez pas régler quelques problèmes que ce soit avec le temps dont vous disposez. Si vous regardez les études que vous voyez habituellement dans les journaux d'inclame, déjà une étude de 250 patients, c'est une étude petite. Maintenant, votre étude peut aussi être rétrospective, c'est-à-dire que vous allez vous lancer dans des patients déjà existants et faire une cohorte, une étude rétrospective, soit de cohorte, soit de cas témoins. C'est aussi louable, mais risqué, et ça requiert une expertise méthodologique particulière pour planifier et analyser ce genre d'études. Donc, assurez-vous que le patron avec lequel vous lancez dans cette aventure a de l'expérience dans ce domaine.
Quelques points pratiques en ce qui concerne la gestion du temps. Ne vous attendez pas à vous présenter devant votre patron le premier jour du mois de recherche et pouvoir accomplir quoi que ce soit. Le mois de recherche doit être préparé à l'avance, donc contactez à l'avance votre patron au moins 2 mois avant le début du mois, du projet, de façon à ce que vous fassiez tout le travail préliminaire et que vous soyez prêt à rouler plein tube le jour 1. Si vous allez faire une collecte de données, c'est extrêmement désirable que le jour 1, votre chiffrier soit déjà préparé pour entrer les données des patients que vous allez regarder aux soins. Aux archives. Attendez-vous aussi à ce qu'il reste du travail supplémentaire à faire par la suite. Par exemple, disons que vous allez faire une étude, vous allez utiliser des archives. Eh bien, dans la période qui précède le mois spécifique de recherche, ça serait bon que votre chiffrier soit prêt. Ensuite, durant le mois de recherche, vous allez collecter les données nécessaires aux archives, mais il faut quand même prévoir qu'une fois le mois passé, il va rester du travail supplémentaire à faire, c'est-à-dire possiblement l'analyse des données et l'écriture du rapport ou du manuscrit. Alors, prévoyez la possibilité de prendre 2 mois de recherche si c'est nécessaire et si votre projet est ambitieux. Finalement, je ne le répéterai jamais assez parce que c'est une source de désastre très préoccupante pour moi, c'est assurez-vous que les données incluses dans le logiciel de saisie, que ce soit Access ou Excel, sont analysables. Finalement, une suggestion qui n'est certainement pas politiquement correcte, mais que je vous fais quand même parce qu'elle peut vous éviter ben du trouble, c'est vérifier la liste de publications du patron qui vous propose le projet. Ceci peut habituellement être fait dans Google Scholar et il y a de nombreux patrons qui sont des cliniciens extrêmement compétents et enthousiastes qui ont tendance à embarquer les résidents et les résidentes dans des projets pour lesquels ils n'ont pas l'expertise méthodologique. Alors, si c'est le cas, soyez diplomatique et il est certainement possible d'amener un 3e larron qui pourra apporter l'expertise méthodologique nécessaire. Il existe dans tous nos hôpitaux des gens qui sont connus pour être des bons méthodologistes, qui ont déjà fait de la recherche. Et en agissant diplomatiquement, c'est certainement une bonne idée d'amener ce 3e larron dans votre projet. Ça pourra vous éviter beaucoup de troubles et beaucoup de frustration. Une question que l'on nous pose souvent, c'est quelle est l'importance du projet d'érudition dans le choix éventuel d'une spécialité. D'abord, permettez-moi de vous rassurer, le fait de faire son projet d'érudition dans la spécialité X et appliquer éventuellement à la spécialité Y ne présente aucun problème, ne sera certainement pas une source de pénalité. Par contre, il faut considérer que, dans certaines circonstances, le projet d'érudition pourrait jouer un rôle dans le choix éventuel des résidents pour une spécialité. En conclusion, le projet d'érudition présente un défi de taille pour nous tous, patrons comme résidents. Envisageons-le avec courage et optimisme. Ça peut être une expérience enrichissante et même excitante. Ça peut être un ajout intéressant au curriculum vitae de ceux qui se destinent à une carrière académique. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter. Il me fera très plaisir de faire l'impossible pour vous aider.